Avant d'aborder le sujet du cours qui portera cette année sur l'archéologie de l'énergie, je ferai un bref rappel de quelques aspects de la leçon inaugurale que j'ai prononcée hier et où peut-être beaucoup d'entre vous n'étaient pas présents. Je voudrais en effet montrer comment s'insère le cours de cette année dans la problématique générale. L'idée de base de la chaire Technique et économie de la Méditerranée antique est d'exposer l'apport des recherches archéologiques récentes, le plus souvent lors de fouilles préventives, à la connaissance de l'histoire des techniques et de leur impact sur l'économie antique. Le constat de départ est simple. Le corpus des sources écrites qui nous sont parvenues, après le naufrage du Moyen-Âge, est limité et biaisé. Il ne peut significativement se renouveler, car même d'importantes découvertes de papyrus qui pourraient être faites en Égypte, au demeurant improbables, n'en changeraient pas la nature. Au mieux, nous retrouverions quelques œuvres littéraires perdues, plutôt des pièces de théâtre, et des archives personnelles ou publiques, certes très intéressantes, mais dont la portée ne dépasserait pas l'horizon d'une localité ou au mieux de la province d'Égypte. Le principal inconvénient des sources à partir desquelles on étudie l'histoire des techniques et de l'économie dans l'Antiquité est d'avoir été écrites par des aristocrates qui jetaient un regard extérieur et souvent méprisant sur le monde du travail, des techniques utilisées et des trafics commerciaux. Si l'on ajoute à cette approche la rareté même des documents, on prend la mesure de l'ampleur de leurs lacunes et de l'éclairage trompeur qu'ils donnent. Ces deux limitations, documentation lacunaire et partielle, ont conduit les historiens à proposer des modèles interprétatifs pour offrir un cadre qui donne une cohérence aux éléments par trop décousus qu'ils tentent d'assembler. Ces modèles sont nombreux. Je n'en cite que quelques-uns à titre d'exemple pour faciliter la compréhension de ce qui va suivre. La première approche qui a été largement dominante au début du XXe siècle, qui est celle d'Edward Meyer, de Tene Frank et de Mikhail Rostotsev, dans ces deux ouvrages fondamentaux que vous connaissez sur l'histoire économique et sociale du monde hellénistique et de l'Empire romain. Et elle a donc effectivement été longuement développée. Il a structuré, Rostotsev, son explication historique sur une conception de l'histoire économique qui répéterait des cycles de croissance et de déclin, et il concluait au bout du compte qu'il n'y avait pas de différence de nature, mais seulement une différence d'échelle entre les économies antiques et les économies modernes. Ensuite, il y a eu aussi toute une série d'approches de type marxisante qui consistent à déceler à l'arrière-plan des événements historiques les intérêts et les structures économiques. En fait, il a bien fallu admettre que les documents en notre possession ne soutenaient pas, ou en tout cas rarement, des explications de ce type. On avait pensé un temps que les chevaliers romains, souvent impliqués dans les sociétés de publicains, formaient une classe de capitalistes. Mais c'est une vision anachronique. Claude Nicollet a démontré que c'était un ordre structurant l'État et non une classe sociale unie par des intérêts économiques similaires. Pour autant, comme l'a rappelé récemment Paul Venn à plusieurs reprises, mais à nouveau dans la synthèse qu'il a publiée ces dernières années et qui s'appelle « L'Empire gréco-romain », je le cite, « à trop insister sur la spécificité des sociétés à ordre, à trop croire une société sur sa parole et à la voir comme elle se voyait, on finit par oublier certaines réalités économiques, politiques et sociales. » Et il insiste sur le fait que la plèbe moyenne, par exemple, formait, hors des cadres traditionnels de la pensée politique antique, une véritable classe sociale. Prenant le contre-pied de ces explications et par les dynamiques socio-économiques, les substantivistes ou primitivistes, illustrés par Finlay et ses disciples, ont souligné combien l'économie antique était restée archaïque, fondée sur une prédominance absolue de l'agriculture, et n'utilisant que peu les techniques nouvelles, car elles restaient engluées dans des pratiques sociales et culturelles dans lesquelles la production des biens manufacturés et le commerce ne tenaient pas une place significative, à quelques exceptions près, comme par exemple, évidemment, l'approvisionnement de la ville de Rome. Finlay a popularisé l'approche de Polanyi
parmi les historiens, dans plusieurs articles et dans son ouvrage fondamental, The Ancient Economy, qui est paru en 1973, et qui ne se présente pas comme une histoire économique, mais comme un essai sur la nature de l'économie antique. Pour Finney, vu le type de sources qui nous sont parvenues, il faut tenter de comprendre le fonctionnement de l'économie antique par le biais des mentalités, comprises comme un reflet de l'état réel. Il serait ainsi pleinement légitime d'utiliser les œuvres littéraires produites par les élites foncières et de déterminer à partir d'elles quelle était la place des marchands dans la société pour en déduire l'état du commerce. L'une de ces conclusions était que les villes antiques tendaient vers l'idéal type des villes de consommation définies par Max Weber, que l'économie antique était fondamentalement autarcique et dominée par l'agriculture, et que la production manufacturière n'y avait qu'une place très mineure. Que l'on suive ces théories, qu'on les combatte ou qu'on les nuance, reconnaissons que Finney a entraîné les historiens, les archéologues de l'Antiquité et les archéologues de l'Antiquité sur son terrain, c'est-à-dire sur les questions qu'il a posées. Depuis, nous nous efforçons d'y répondre, de cerner les spécificités de l'économie antique. Il nous a contraints à sortir de l'empirisme et de l'accumulation des exemples pour travailler sur des problématiques, pour créer des modèles, pour les tester, et à imaginer les méthodes pour répondre à ces questions. En quelque sorte, il a désenchanté notre approche de l'Antiquité, qu'il présentait comme un monde sous-administré, sans outils de connaissance globale, tels que la statistique, mais il a très justement été critiqué sur ces points par Claude Nicollet dans plusieurs ouvrages et par Elio Locache plus récemment dans un recueil d'articles qu'il a publié en 2009 qui s'appelle Crescita e Declino, l'Economia romana in prospettiva storica, qui est paru à la maison d'édition Lerma di Breschneider à Rome. Une dernière approche de l'économie, parmi d'autres, bien entendu, c'est celle qu'on pourrait appeler quantitative ou déductive, qui tente d'élaborer des ordres de grandeur à partir des données connues pour estimer le produit des taxes, le coût des dépenses, militaires et civiles, par exemple. Même si elles sont souvent trop générales et théoriques, ces vues fécondent le débat, car elles offrent un cadre général et elles forcent à examiner des pans entiers de l'économie peu étudiés jusqu'ici, car ils étaient trop mal ou pas du tout accessibles par les sources écrites qui nous sont parvenues. Aucun de ces modèles, à l'exception du dernier, n'a spécifiquement abordé la question de l'énergie. Nous savons pourtant qu'elle est fondamentale pour toute civilisation. Elle est devenue cruciale dès les âges des métaux et encore plus durant l'Antiquité classique, lorsque les échanges se sont multipliés et lorsque les techniques se sont complexifiées. Et pourtant, la mobilisation de l'énergie a longtemps été négligée faute de sources d'abord et de questionnements ensuite. Ce qui nous amènerait à retourner la citation que je faisais hier d'un passage de Paul Venn et que je répète. Donc je cite Paul Venn, « L'expérience prouve que la sclérose de la problématique survient toujours beaucoup plus tôt que l'épuisement des documents. En l'occurrence, la rareté des documents a épuisé très tôt la problématique qui est restée le plus souvent ignorée. » Donc, malgré l'importance du sujet au cœur des débats contemporains, ce désintérêt s'explique dans la mesure où, pour l'Antiquité, ce sont les documents subsistants qui créent l'histoire. Les problématiques ne peuvent se développer qu'en interrogeant inlassablement les mêmes documents sous divers angles. L'abondance des inscriptions et des textes ont ainsi permis un développement très large et la sophistication des études sur les religions antiques, par exemple. Mais nous n'avons rien de tel pour l'énergie. Ne disposant que de peu de sources littéraires, souvent obscures, et non d'archives comptables, ni de statistiques, ni de manuels ou de notices techniques, on est dépourvu d'instruments pour cerner les applications des diverses énergies et pour en mesurer l'impact. Autant dire que, dans le cours que j'entends faire cette année, l'état de la documentation introduira des déséquilibres considérables. L'apport récent des recherches archéologiques nous poussera vers un examen relativement détaillé de l'usage de l'énergie hydraulique, mais parce que c'est là qu'on a le plus de documents, mais je voudrais, dans ce cours introductif, balayer rapidement les autres sources d'énergie
et montrer en quoi l'archéologie apporte, ou n'apporte pas encore, des matériaux à leur étude. Pour approcher le domaine, il convient donc de recenser les types d'énergie que les anciens ont mobilisés. Toutes les énergies mises en œuvre avant l'énergie électrique dérivent de l'action du Soleil sur l'atmosphère, sur les plantes et sur les animaux. Cette action s'exerce soit sur les végétaux, donnant du combustible, du bois, du charbon de bois, plus anciennement du charbon de terre, de la houille, qui ont été les principales sources d'énergie utilisées jusqu'au XXe siècle. Cette action s'exerce aussi sur les êtres vivants, dont le travail peut être utilisé grâce à la domestication pour les animaux et à l'éducation pour les salariés, les dépendants et les esclaves. Enfin, cette action du Soleil s'exerce aussi sur la matière inanimée par rayonnement direct et par le mouvement des vents et de l'eau. Les vents sont surtout utilisés pour pousser les navires, par exemple. L'eau, dont le cycle évaporation en mer, condensation sur les montagnes, crée un flux d'énergie mobilisable et a été employée comme moyen de transport ou pour actionner des machines. Nous en tenant d'abord à l'énergie biologique et à celle du vent et de l'eau, nous négligerons l'énergie électrique et celle de la vapeur, car bien qu'elles aient été entrevues, on n'a aucun indice qu'elles aient été utilisées dans l'Antiquité. Je vais quand même faire un petit rappel de ce qu'on sait sur ces deux énergies pour montrer qu'en fait, elles n'ont pas pu être utilisées. Commençons par l'électricité, ça vous paraît bizarre, mais ça existait car les anciens avaient fait quelques observations. Vous savez que l'électricité vient d'électron, ambre en grec, cette résine fossile, qui, lorsqu'on la frotte contre un tissu, a la particularité d'attirer les corps légers, les cheveux par exemple, car les électrons du corps approché remplacent les électrons attachés à l'ambre. Théophraste, au début du IIIe siècle, dans son ouvrage sur les pierres, au paragraphe 28, et ensuite Pline, au 1er siècle de notre ère, ont évoqué ces propriétés à propos de l'ambre, mais aucune explication n'en a été donnée, ni aucune application pratique n'en a été tirée. Je cite par exemple Pline au livre 37, paragraphe 37, il dit en Syrie, les femmes faisaient des pesons de fuseaux en ambre et le nomme Arpax car il attire à lui les feuilles, les pailles et les franges de vêtements. Un peu plus loin, au paragraphe 48, il dit « Quand le succinct, qui est un autre nom pour l'ambre, reçoit des doigts qui le frottent une bouffée de chaleur, il attire à lui les pailles, les feuilles mortes et les écorces, comme la pierre magnétique attire le fer. » D'un point de vue archéologique, tout au plus peut-on mentionner d'étranges sortes de piles trouvées en Irak, à Koujout-Raboua, près de Bagdad, à Séleucie du Tigre et à Ctésiphon. Datées du début de notre ère, elles sont faites d'un assemblage d'une tige de fer en guise d'électrode qui était plongée dans un récipient en cuivre ayant vraisemblablement contenu du vinaigre. Donc là, vous voyez l'électrode de fer, le récipient de cuivre qui devait contenir du vinaigre. Le courant produit était certainement très faible, mais sensible au toucher, et il semble que ces piles aient été utilisées dans un but magique ou thérapeutique dans la région de Séleucie, qui d'ailleurs se trouvait en dehors de l'Empire romain, puisqu'il était à cette époque-là dans le royaume des Parthes. Et donc, rien de tel n'est connu jusqu'ici dans l'ère méditerranéenne, et il n'y a eu d'autre part aucun développement théorique ou pratique de ces premiers balbutiements de l'énergie électrique. En ce qui concerne l'utilisation de la force de la vapeur, on se réfère toujours à l'appareil décrit par Héron d'Alexandrie, qui vivait dans la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, et dans son traité intitulé Pneumatica, au livre 2, paragraphe 11, il décrit une machine à turbine dans laquelle on envoie de la vapeur dans une sphère
d'où partent deux tuyaux coudés. De ces tuyaux coudés, la vapeur s'échappe et fait tourner la sphère. Donc là, vous voyez le schéma, ça fait tourner, et ici une reconstitution qui était exposée il y a quelques années au musée de Naples. Le texte a fait l'objet de très nombreuses études et d'interrogations depuis Léonard de Vinci jusqu'aux travaux relativement récents de Landels en 1978, dans un ouvrage qui s'appelle Engineering in the Ancient World, et puis récemment de Kayser en 1994, dans un article où il tente de réévaluer la puissance de l'appareil. Suivant ces études, il s'avère que cet appareil n'avait pas assez de puissance pour servir de moteur, même en le couplant avec des engrenages. Un article très clair d'Alain Bresson, qui est paru dans les actes d'un colloque organisé par l'université Federico II à Naples, dans l'île de Capri, et qui a été publié en 2006, a expliqué que la mise au point de la machine à vapeur au XVIIIe siècle par Savary et Newcomen, puis son perfectionnement par Watt, n'ont été rendus possibles que par la nécessité pressante d'évacuer l'eau des puits de mines de charbon et par la disponibilité à très bas prix de la houille nécessaire au fonctionnement de la machine. Sans l'un et l'autre des paramètres, la machine à vapeur n'aurait pas paru nécessaire et son long et coûteux perfectionnement n'aurait pas été financé. Il en conclut que l'absence d'exploitation importante de la houille dans l'Antiquité rendait impensable et non rentable la réalisation d'une telle machine. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions quand nous aborderons tout à l'heure la question de l'exploitation de la houille. Donc, si l'on résume, aussi bien les phénomènes électriques que la vapeur ne furent que des curiosités mal comprises et qui n'ont eu aucune incidence sur la mobilisation de l'énergie. Cette dernière reste donc confinée aux trois grandes catégories que j'ai citées au départ, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, dont les hommes bien sûr, et l'énergie de l'eau et du vent. Alors commençons par le bois et le charbon de bois. L'énergie donc biologique, c'est d'abord le bois indispensable au chauffage, à la verrerie, à la briqueterie, et le charbon de bois qui a été très utilisé en métallurgie, et notamment, nous allons le voir, pour la métallurgie du fer. La bordure nord de la Méditerranée, de l'Espagne à l'Italie, était assez bien pourvue de forêts, et notamment en Gaule, bien sûr. Et il ne fait pas de doute que leur exploitation comme source de combustible a été une condition de l'essor de la métallurgie, notamment celle du fer, qui a été essentielle au décollage économique dans la mesure où il permet de produire des outils améliorant les rendements agricoles et autorisant le développement des artisanats. Je vous rappelle que Fernand Braudel, dans son ouvrage « Civilisation matérielle, économie et capitalisme », disait « L'omniprésence du bois a pesé hier d'un poids énorme. L'Europe, si bien partagée d'un point de vue forestier, en a tiré une des raisons de sa puissance. En face d'elle, l'islam, à long terme, a été miné par la pénurie de ses ressources forestières et leur progressif épuisement. » Pline, dans le livre 36 au paragraphe 200, exprime d'ailleurs ainsi la polyvalence du feu. Quand il reçoit du sable, il produit ici du verre, là de l'argent, là du minium, là des variétés de plomb, là des matières colorantes, là des médicaments. Le feu fait se résoudre les pierres en cuivre, le feu produit et dompte le fer, le feu purifie l'or, le feu calcine une pierre qui permet d'unir les moellons dans les constructions. Pour d'autres matières, il est utile de les passer au feu plus d'une fois, et un même élément donne un produit à une première combustion, un autre à une seconde et un autre à la troisième. L'utilisation du bois dans l'Antiquité a fait l'objet d'une synthèse déjà un peu ancienne de Russell Meigs sous le titre Trees and Timber
in the Ancient Mediterranean World, qui est paru en 1982. Dans ce travail, qui n'est pas critiquable par ailleurs, le bois est essentiellement traité à partir des sources écrites et de l'archéologie disponible à l'époque, sous sa forme de bois d'œuvre, c'est-à-dire principalement les poutres et les bois de construction navale et accessoirement pour son usage en menuiserie et en sculpture. Une place très faible est faite au bois en tant que source d'énergie. Il s'agit clairement d'un effet de source, car ce qui préoccupait les auteurs anciens, liés à la classe politique, c'était le bois d'œuvre, nécessaire à toute puissance navale et à toute puissance qui voulait affirmer sa domination culturelle et religieuse par des constructions grandioses. Et il fallait effectivement des bois d'œuvre pour couvrir les temples et affirmer ainsi sa domination culturelle, religieuse et politique. Les futaies ont donc été particulièrement recherchés. Et les anciens connaissaient bien toutes les qualités des bois d'œuvre, comme le montre par exemple le livre 5 de l'Historia Plantarum de Théophraste. Mais ce sont les taillis, régulièrement coupés, qui fournissaient un abondant combustible. Or, selon les données fournies par the Food Agriculture Organization, les exemples contemporains de sociétés traditionnelles africaines dont la source d'énergie repose sur le bois montrent que c'est quasiment 90% du volume du bois qui est utilisé en tant que combustible et seulement 10% comme bois d'œuvre. Le bois était en effet utilisé principalement pour la cuisine et le chauffage domestique dans des feux ouverts, mais aussi pour des usages artisanaux multiples en utilisant des fours permettant d'élever la température. La cuisson des poteries, la calcination de la chaux, la production de pois et la fonte de certains métaux tels que le cuivre étaient réalisées avec du bois. Pline, au livre 34, paragraphe 95-96, rapporte qu'à Capoue, on préférait le bois au charbon de bois pour la fonte de l'alliage de cuivre et du plomb argentifère. Ailleurs, on utilisait du charbon de bois à cause de la pénurie de bois et évidemment pour la facilité de transport de ce dernier qui concentrait dans un faible poids une importante ressource énergétique. Mais il fallait du bois et non pas du charbon de bois pour la cuisson des poteries, qui était si nécessaire à la vie économique antique, car les amphores étaient un conteneur de transport essentiel tant que le tonneau ne les a pas détrônés. En effet, le charbon de bois a un pouvoir calorifique plus important, mais son action est limitée dans l'espace et ses braises ne peuvent pas chauffer un grand four. De plus, la chauffe des poteries nécessite un processus qui commence par un feu doux, produit par des bûches, et finit par un feu violent grâce à des bois de petit calibre. Ce sont des variations qu'on ne pouvait pas réaliser avec des charbons de bois. C'est donc bien que le bois lui-même, le plus souvent de taillis, que les potiers utilisaient. La fouille d'un grand four à la Grofezanque, vous savez, la Grofezanque, c'est ce grand atelier qui faisait de la céramique sigillée à côté de Millau dans l'Aveyron. La fouille de ce grand four par Alain Vernet, qu'il a publié dans la revue Gallia en 1981, a montré qu'on y brûlait surtout du pain qui fait de longues flammes. Et vous voyez ici une reconstitution d'un chargement de ce grand four. Pour la fonte du verre, Pline, au livre 36, paragraphe 196, indique qu'on utilisait des bois légers et secs. Les fouilles en cours d'ateliers de production du verre primaire dans le Wadi Natroun en Égypte, à Zakik, à Bir Oker et à Beni Salama par Marie-Dominique Nénin, qui est une de nos collègues qui travaille à la Maison de l'Orient méditerranéen et au Centre d'études alexandrines du CNRS, montrent qu'on chauffait les fours avec des roseaux qui poussaient en abondance à proximité et qui donnent une flamme longue et intense, nécessaire donc à la fonte du sable pour fabriquer ce verre primaire qui était principalement fabriqué en Phénicie et en Syrie, donc on en a fouillé récemment en Israël par exemple,
et aussi en Égypte, et qui était très largement exporté dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Mis à part Théophraste et Pline, il faut reconnaître que les sources ne font que rarement allusion au bois en tant que source d'énergie. Tout au plus, apprend-on que le bois était cher, surtout dans les villes comme Athènes ou en Orient, et encore plus, bien entendu, en Égypte, à cause de l'absence de forêts, combinée avec une demande importante due à une population nombreuse. L'épigraphie, dans certains cas particuliers, comme l'île de Délos, à l'époque hellénistique, donne des indications précises. Cette île des Cyclades était dépourvue de forêts et le bois et le charbon de bois étaient importés depuis le continent. Ils étaient vendus très cher. Le prix du bois de chauffe a varié entre 4 oboles et au moins une drachme 4 oboles le talent, c'est-à-dire 36 kilos, et le charbon de bois valait 9 drachmes 3 oboles pour un panier dont nous ne savons pas le volume exact, mais qui ne devait pas être très important. Toutes ces données ont été établies par notre collègue Gary Reger, qui est un Américain qui a travaillé récemment sur les inscriptions des hiéropes, c'est-à-dire des prêtres du temple d'Apollon, dans un ouvrage qui s'appelle Regionalism and Change in the Economy of Independent Delos, et qui porte sur la période 314-167 avant Jésus-Christ et qui a été publié en 1994. Mais les îles grecques, très tôt déforestées, sont des cas spéciaux et on ne peut étendre leur enseignement au continent malgré leur importante documentation épigraphique. Donc, bien qu'il existe quelques lueurs ponctuelles et souvent liées à des situations exceptionnelles, comme celle que nous venons de voir pour Délos, les sources écrites ne sont pratiquement d'aucun secours pour mesurer la place du bois et du charbon de bois dans la consommation d'énergie durant l'Antiquité. Il faut donc recourir à l'étude des charbons eux-mêmes, tels qu'on les trouve dans les gisements archéologiques. C'est ce qui est fait de façon non systématique depuis une cinquantaine d'années. Non systématique parce que les prélèvements et études dépendent du degré d'avancement des méthodologies archéologiques qui varient beaucoup selon les pays. L'Europe du Nord étudie plus systématiquement les charbons que les pays du pourtour méditerranéen pour des raisons évidentes de disponibilité de financement et de spécialistes. L'étude des charbons de bois ne permet d'ailleurs pas de discriminer s'ils proviennent des résidus des bois de chauffe ou de charbon de bois volontairement fabriqués, sauf, comme nous allons le voir bientôt, dans le cas des installations de réduction du minerai de fer. Le charbon de bois présente l'avantage qu'en éliminant l'eau du bois, on allège fortement le combustible, ce qui facilite son transport et son stockage et augmente son pouvoir calorifique. Pline, toujours au livre 36, au paragraphe 201, écrit joliment « Ne voit-on pas le charbon commencer à posséder ses forces une fois qu'il est éteint et être doué d'une efficacité plus grande alors qu'il est tenu pour mort ?» La carbonisation du bois en atmosphère confinée, c'est-à-dire dans un amas de branches recouvert d'une couche d'argile, élimine les matières volatiles, surtout l'eau, et obtient un produit concentré en carbone. Selon le type de préparation, la concentration en carbone du charbon de bois peut atteindre 80 à 85%, ce qui est particulièrement utile pour la réduction du fer, ou seulement 65% lorsqu'on veut produire du charbon de bois à usage domestique, pour la cuisine ou pour le chauffage, car une moindre teneur en carbone produit une température certes moindre, mais aide à la combustion dans des feux ouverts. Mentionné d'abord par Homère dans l'Iliade, au Chant Neuf, le procédé de fabrication du charbon de bois est décrit assez en détail par Théophraste dans le livre 5 de l'Historia Plantarum, en 9.4, et il dit « Quand les ouvriers du cuivre ont couvert le four d'un enduit, ils allument le feu en piquant de ci de là avec des pics. » Pline
au livre 16, paragraphe 23, décrit la fabrication de la même façon. En empilant des bûches de bois vert, on construit une sorte de four recouvert d'argile et on met le feu au tas et on perce avec des pics la croûte qui durcit pour laisser sortir l'humidité. Ces procédés sont restés en vigueur encore jusqu'à la dernière guerre et même au-delà, et on utilisait soit des charbonnières, des aires de calcination semi-enterrées, soit en meule. Elles sont établies dans les bois, bien entendu, le plus souvent près de cours d'eau, dont l'emploi est nécessaire pour aider au contrôle de la cuisson. Et vous voyez ici quelques images de ces charbonnières et des ouvriers en train de piquer dans la partie supérieure la croûte d'argile pour permettre à la vapeur et à la fumée de s'échapper. Cette énorme production de charbon de bois est jusqu'à présent restée archéologiquement difficile à mettre en évidence. Car d'une part, prospecter et fouiller les forêts n'est pas une recherche archéologique gratifiante, et cette tâche n'est entreprise que depuis peu. D'autre part, les charbonnières sont des installations temporaires qui ont souvent été détruites par l'érosion et qui sont difficilement datables, sauf par un recours au carbone 14. Car, vous pouvez l'imaginer, les charbonniers qui faisaient donc ce travail dans les bois laissent assez rarement du matériel datable avec eux et on ne trouve donc que des aires brûlées. Enfin, les zones forestières sont beaucoup plus rarement l'objet de fouilles que les zones urbaines ou même que les installations agricoles dans les plaines. Seuls les grands linéaires, comme les autoroutes ou les voies de chemin de fer, peuvent les recouper. Cela a été le cas en France, par exemple, lors de la construction de l'autoroute A5 à la fin des années 1980, au lieu-dit des Clérimois dans l'Yonne, qui est un site sur lequel nous allons revenir. La consultation de la base de données qui s'appelle DOLIA et qui est mise en œuvre par l'Institut national des recherches archéologiques préventives, l'INRAP, qui est essentielle sur bien des points, ne donne que 20 sites archéologiques où le diagnostic a montré l'existence de charbonnières et lorsque on va voir un peu dans le détail, on se rend compte qu'elles sont en général mal datées et lorsque la datation est assurée, elles sont d'époque médiévale ou moderne. Si l'on consulte la base de données Archéologie de la France qui succède à Gallia Information, on se rend compte qu'il n'y a aucun site de charbonnière, ni antique, ni d'époque plus récente. Et si on consulte, par exemple, la base de données FastOnline qui regroupe les informations sur l'Italie, les Balkans et la Bulgarie, on se rend compte qu'il n'y en a pas non plus. C'est donc tout un pan de la recherche qui n'a pas suscité beaucoup d'intérêt, sauf dans le cas des travaux qui ont porté sur la métallurgie du fer, car cette dernière est grande consommatrice de charbon de bois. En effet, le procédé direct de réduction du fer implique une combinaison chimique entre les oxydes de fer et le carbone. À une température autour de 1000 degrés, la réduction due au gaz produit la formation d'une loupe de fer qui s'agglutine au bas du four. Le charbon de bois est donc chimiquement nécessaire à ce procédé. Des charbonnières antiques ont effectivement été mises au jour en liaison avec des bas-fourneaux de réduction de fer, et c'est à peu près les seuls que nous pouvons dater avec précision. Alors on en connaît dans des installations métallurgiques du second âge du fer, près du Mans, dans la Sarthe, où elles sont semi-enterrées. On en clonait aussi au site des Clérimois, dont je viens de parler tout à l'heure, qui est situé dans l'Yonne, site où les ateliers métallurgiques se sont succédés entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siècle de notre ère. La plus grande production de fer, environ 5000 tonnes, s'est déroulée entre le 1er et le 2e siècle de notre ère.
Les métallurgistes utilisaient alors un excellent mélange de charbon de bois de hêtre et de chêne, mais le charbon à l'époque n'était pas produit sur place. Lorsque, après un abandon à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle, l'exploitation a repris à la fin du IIIe siècle, 4 charbonnières produisant surtout du charbon de bois à base de chêne ont été implantées à côté des fours. Et vous voyez ici sur ce plan que j'ai tiré de la publication de Dunikowski et Caboy qui s'appelle « La sidérurgie chez les Sénons, les ateliers celtiques et gallo-romains des Clérimois », paru dans les documents d'archéologie française en 1995. Vous voyez ici les aires de charbonnage, c'est-à-dire l'endroit où on calcinait le bois pour en faire du charbon, qui étaient ensuite directement utilisés dans les fours à proximité. Dans les Pyrénées ariégeoises, les recherches entreprises sur les bas-fourneaux ont conduit à l'individualisation d'aires de charbonnage utilisées à partir du Ve siècle de notre ère et durant tout le Moyen Âge. Mais on n'en connaît pas encore pour les sites du Haut-Empire. Et je vous renvoie à la publication de Claude Dubois qui s'appelle « L'archéologie au service de la science forestière », paru dans Arborescence en 1997. Près d'Argenton-sur-Creuse, une recherche de longue haleine qui vient d'être publiée en 2010 par Françoise Dumazy, Nadine Dieudonné-Glade et Laure Lahaute a montré comment la forêt avait été exploitée pour produire du fer. Sur le site d'Oulch, où la métallurgie du fer est datée du IVe siècle de notre ère, on a dégagé un four FR1, que vous voyez ici, qui est destiné à la production du charbon. Sa capacité est évaluée à 3 mètres cubes, soit 1800 kg de chêne, donnant environ 1 mètre cube 65 de charbon, soit environ 360 kg. Et cette capacité était suffisante pour alimenter une chauffe du four de réduction FR2 qui est voisin et qui est situé ici. Les charbons de bois analysés proviennent à 82% du chêne et 11% du hêtre, le reste étant du fusain, du noisetier, etc. Ce qui montre qu'il n'y avait pas de sélection stricte. L'étude dendrologique, c'est-à-dire l'étude de l'accroissement des cernes, vous savez que les arbres font un anneau par année, montre que les charbons utilisés ont majoritairement entre 10 et 17 cernes, certains vont jusqu'à 25 cernes, qui montrent que l'on exploitait, pour faire le charbon de bois, du bois de taillis. L'existence de fragments provenant de troncs plus gros témoigne de la coupe de forêt primaire qui devait être exploitée lorsque les taillis ne suffisaient pas. On a fait plus récemment la même constatation sur le site de réduction de fer de Rochebrune dans le Maine, où le bois de taillis est utilisé, c'est du hêtre à 85%, et du chêne pour le reste. C'est une publication récente de M. Sarest qui s'appelle « La sidérurgie antique dans le Bas-Maine », parue aux presses universitaires de Tours en 2011. Enfin, lors de l'entreprise remarquable qu'a été la fouille de l'énorme crassier du domaine des Forges au Martis dans l'Aude par l'équipe dirigée par Claude Domergue, la place éminente du charbon de bois a été mise en évidence. Et je vous renvoie globalement à l'ouvrage de Claude Domergue qui s'appelle « Un centre sidérurgique romain dans la montagne noire, le domaine des Forges », paru comme supplément à la revue archéologique de Narbonnaise en 1993, qu'il faut compléter par quelques articles plus récents, toujours par la même équipe et sous la direction toujours de Claude Domergue, et notamment un article paru dans Gallia en 2000 qui s'appelle « Réflexions sur l'organisation de la production du fer à l'époque romaine dans le bassin supérieur de la Dure au voisinage des Martis ». La fouille mérite qu'on rentre quelque peu dans les détails. Le crassier ou ferrier du domaine des Forges était une colline artificielle qui mesurait 300 mètres de longueur pour une hauteur d'une trentaine de mètres, constituée par l'accumulation de scories issues de la métallurgie du fer entre les années 50 avant notre ère et les années 270 de notre ère.
Ce témoignage, insigne de l'industrie sidérurgique antique, a été presque entièrement détruit entre 1930 et 1990 par l'exploitation de l'énorme masse de scories qui était malheureusement encore fort riche en fer par l'industrie moderne, et on en a extrait environ 4 millions de tonnes. Et il n'a pas été possible de fouiller la totalité. L'équipe de Domergue n'a pu faire que des interventions limitées au cours des travaux de destruction, limitées mais qui ont été répétées au fil des années au cours de l'avancement des travaux industriels. Nous retiendrons ici que les fouilles ont démontré que la réduction de fer se faisait par remplissage des bas-fourneaux avec du minerai concassé et du charbon de bois. Et vous voyez ici quelques photos qui vous montrent les fours qui ont été dégagés et la reconstitution, et c'est dans ces bas-fourneaux que l'on mélangeait donc le charbon de bois et le minerai de façon à produire cette réduction du fer. Le charbon de bois au Martis était fabriqué sur place, notamment au début de l'exploitation. Les fouilles ont mis au jour des vestiges d'aires de brûlage, mais il était aussi fabriqué dans les bois environnants. Et on transportait donc le charbon de bois dans l'atelier, et 2 bâtiments successifs, semi-enterrés, ont été utilisés comme dépôt de charbon. Et vous voyez ici donc l'un de ces bâtiments semi-enterrés avec son remplissage de charbon, et là la coupe qui vous montre donc ce dépôt. Les métallurgistes utilisaient principalement du hêtre provenant de taillis et quelquefois du chêne. La localisation de ces bas-fourneaux de réduction dans la montagne noire, comme dans les forêts de l'Yonne ou du Berry, s'explique d'ailleurs principalement par l'abondance du bois dans ce secteur, associé bien sûr à la présence de gisements de minerais. Mais le bois dont les fours faisaient une grande consommation est l'élément déterminant, au point qu'au Moyen Âge, on disait « le minerai va au bois ». Alors une question qui se pose au terme de cette exploitation des bois pour l'industrie du fer notamment, c'est est-ce que l'activité domestique et économique a produit une déforestation? Les auteurs antiques indiquent que l'exploitation intense des forêts pour la production du métal a produit en certains lieux et à certaines périodes une déforestation. Par exemple, alors que Théophraste, dans l'Histoire des plantes, livre 5, paragraphe 8, constatait que les forêts des montagnes de Chypre étaient intactes au début du IIIe siècle, Strabon attribue la coupe de leur bois à la production du cuivre et de l'argent, ainsi qu'à la construction navale. Et par ailleurs, il indique qu'on transportait le fer de l'île d'Elbe à Populonia, car on ne pouvait le fondre sur place, probablement à cause du manque de bois, et je vous renvoie au livre 5, paragraphe 2. Mais il semble qu'il y ait eu une forme de reboisement au cours de l'Empire romain, car l'exposition Totus Mundi au IVe siècle, qui certes doit être prise avec précaution, mais semble indiquer que Chypre exporte encore du bois, de même que la Dalmatie. C'est d'ailleurs confirmé par Amir Marcellin, au livre 14, paragraphe 8, qui écrit que Chypre est d'une telle fertilité qu'elle produit des matériaux pour construire des navires entiers, de la quille aux agrès et aux voiles. Dans un article paru en 2011, William Harris, qui s'appelle « Bois et déboisement dans la Méditerranée antique », paru dans les Annales, William Harris fait le bilan de nos connaissances sur la déforestation réelle ou supposée de la Méditerranée dans l'Antiquité. Il constate d'emblée le fort contraste entre les évaluations pessimistes ou optimistes de la situation selon les auteurs modernes et montre que les données disponibles sont insuffisantes pour trancher. Partant des sources écrites, toujours trop ponctuelles et non chiffrées, il utilise aussi la palynologie dans 16 régions de test et des raisonnements portant sur la variation de la pression démographique et de l'activité métallurgique. Et il aboutit à la conclusion que la forêt a certes reculé partout depuis le néolithique, mais qu'à part quelques régions, la situation sous l'Empire romain n'était pas dramatique, grâce à une meilleure gestion des forêts et à un commerce intense par voie d'eau.
Les régions les plus déboisées seraient l'Attique, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, en partie à cause de l'exploitation du minerai d'argent de l'Orion, et il écrit à ce propos au début de notre ère, et il écrit aussi pour l'Italie, au début de notre ère, la plupart des régions d'Italie, les plus accessibles depuis la capitale, avaient perdu la majorité de leur peuplement de grands arbres, mais à l'exception de quelques grands centres de production de métaux, presque toutes les régions ont réussi à stabiliser leur approvisionnement en combustible. Mais en fait, on est très loin de pouvoir assurer un tel tableau. La situation a certainement été très variable d'une région à une autre. Par exemple, les études palynologiques montrent qu'en Italie du Sud, qui est une zone pourtant sensible d'un point de vue écologique, la déforestation n'est vraiment perceptible au niveau macro-environnemental qu'à partir du Moyen Âge. Et je vous renvoie à un article d'Ermoli et Di Pasquale paru en 2002 qui s'appelle « Vegetation Dynamics of the Southwestern Italy » à partir des analyses polliniques qui est paru dans « Vegetation History and Archaeobotany ». Et d'ailleurs, Cassiodore, vers 525, indique que l'Italie exporte du bois. En Gaule méridionale, Lucie Chabal, étudiant la longue durée entre le néolithique final et l'Antiquité tardive, aboutit à la conclusion que les forêts, grâce à leur fort pouvoir de régénération après les coupes, n'étaient pas en danger à l'époque romaine. Au contraire, en Catalogne, en Galice et en Méditerranée orientale, en Asie mineure, dans la vallée du Méandre par exemple, la déforestation semble avoir été notable, avec une possible aggravation durant l'Antiquité tardive. Mais je crois qu'il faut rester prudent dans l'interprétation des diagrammes polliniques, car l'augmentation des pollens, comme ceux des céréales par exemple, indique une ouverture du milieu qui ne signifie pas forcément une dégradation irrémédiable de la forêt. Selon les auteurs, les causes principales de la déforestation sont cherchées dans la surexploitation des forêts pour l'approvisionnement en combustible des villes et dans les activités artisanales telles que la métallurgie, la poterie ou la verrerie. Toutefois, la taille des installations industrielles, même à l'époque romaine, n'était pas telle qu'elle mette en péril l'abandon de couverts forestiers, notamment dans le nord de la Méditerranée. En effet, la dispersion des ateliers dans les forêts, dispersion des officines métallurgiques et des potiers, bien sûr, mais aussi de la production de poids, dont on faisait un usage très large pour calfater les navires et rendre étanches les conteneurs, s'explique par un accès au combustible à bas prix, en limitant au maximum les frais de transport et en gérant au mieux les ressources fournies par la forêt. Les études de Lucie Chabal, qui ont été menées sur les charbons de bois de l'atelier de potier d'amphore et de céramique de Salel-d'Aude fouillé par Fanette Lobenheimer, ont montré que l'atelier pouvait se satisfaire de bois de taillis et de repousse sur un rayon de 1,3 km au maximum. Et vous voyez ici le schéma qui a été produit au centre, l'atelier de potier de Salel-d'Aude et les hypothèses d'utilisation, disons, du bois dans un environnement immédiat. Certes, c'est une donnée théorique qui, bien sûr, ne prend pas en compte les droits de propriété, mais qui indique qu'une rotation des coupes de bois bien conduite a permis à un atelier de potier de taille moyenne de se maintenir à la même place durant 2 siècles sans épuiser la ressource. On constate évidemment la disparition rapide de la futaie de frêne et d'orme originelle, mais elle est remplacée par l'exploitation en taillis des forêts de chênes dont les repousses donnent très vite du bois de la taille idéale pour les fours. Ce n'est donc pas la déforestation produite par les coupes abusives qu'auraient fait les potiers qui ont conduit à l'abandon de l'atelier, mais ce sont des causes externes, probablement économiques ou démographiques. Les ateliers de sidérurgistes de Gaule sont dans la même situation. Ils ont employé des bois de taillis coupés à intervalles réguliers dans un même secteur durant plusieurs siècles, comme le montre l'accumulation des ferriers dans la zone des Martis, et plus généralement dans la Montagne Noire, ou celle de la zone d'Argenton-sur-Creuse. Les écrits antiques, notamment Columelle au livre 4, paragraphe 33, et Pline au livre 17, paragraphe 149-151, montrent d'ailleurs que certaines notions de gestion forestière étaient maîtrisées.
car il fixe des normes de rythme de plantation et de coupe de bois. Mais il faut remarquer qu'il s'agit plus de bon sens que d'une véritable gestion planifiée. Les coupes sont trop rapprochées et clairement destinées à produire du combustible et non pas à régénérer la forêt sur le long terme pour obtenir du bois d'œuvre, par exemple. Caton, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, conseille d'ailleurs aux propriétaires des abords des villes de produire du bois pour la vente. Et je vous renvoie au De Agricultura, paragraphes 6 et 7. En fait, il s'agit de la présentation, au niveau de la norme, d'une observation pluriséculaire. La coupe à blanc des futaies de taillis produit des rejets abondants et vigoureux, faciles à couper, et d'un excellent rapport en tant que bois de chauffe. De plus, selon les acteurs, les intérêts étaient contradictoires et les connaissances variables. Quelle politique commune aurait pu naître de la confrontation entre les métallurgistes, préoccupés de trouver du charbon de bois dans un rayon limité, les propriétaires voulant maximiser leurs revenus sur le court terme par la vente du bois de chauffe, des bergers analphabètes voulant profiter des pâtures pour leurs moutons et leurs chèvres. Il ne faut donc pas surestimer les effets des pratiques de gestion évoquées par les agronomes. Théophraste, pourtant très au fait de l'exploitation forestière, ne mentionne pas de véritable gestion des bois. Et à l'époque romaine, à lire Columelle au livre 3, paragraphe 3, il semble clair que les propriétaires préféraient les pâturages et les bois de taillis à vendre pour fournir le marché du chauffage et se désintéresser du devenir des arbres sur le long terme. Il y a eu durant l'Antiquité d'autres épisodes de déforestation, notamment lors des guerres ou du fait d'un développement industriel gros consommateur de bois dans un environnement fragile. Par exemple, sur les Causses, dans le Massif central, où les forêts de pins ont été rasées pour fournir du combustible aux ateliers de potiers de céramique sigillée et aux installations de production de pois et de goudron au cours des 1er et 2e siècles de notre ère. Les bûcherons débutaient les troncs et les branches pour les ateliers producteurs de sigillés à Banassac, au Rosier en Lozère et à la Grofezanque. Et, selon les estimations établies par Vernet, il fallait 6 tonnes de bois pour une seule fournée d'un grand four de la Grofezanque, qui en comptait plusieurs dizaines fonctionnant en même temps. Et il est très clair qu'il y a eu une atteinte forte à la forêt de pins qui était établie sur les Causses. Les branches étaient utilisées par les résiniers qui les distillaient dans des urnes chauffées depuis l'extérieur, que vous voyez ici. Donc le système, on mettait les petites branchettes entre deux conteneurs en céramique et on chauffait tout autour pour récupérer la poix. Et il est clair que dans cet environnement particulier de forêt de pins sylvestres, la forêt n'a pas repoussé après l'exploitation massive qui en fut faite, car le pin, à la différence des feuillus, ne rejette pas. Mais ce sont des régions limitées et fragiles qui étaient donc principalement couvertes de pins. La conséquence doit donc bien être une diversité des situations selon les régions, plus ou moins fragiles d'un point de vue écologique et plus ou moins soumises à la pression démographique et de l'artisanat. En Gaule, où l'on commence à avoir des données, une pression industrielle, entre guillemets, relativement forte n'a pas entamé le potentiel forestier, sauf dans ces cas particuliers. Partout ailleurs, la capacité de régénération l'a emporté. En conclusion, l'utilisation du bois et du charbon de bois était donc d'une importance capitale, et alors que les travaux tentant de quantifier les performances de l'économie antique portent sur le commerce, notamment les amphores, sur la consommation de viande, etc., rien n'a encore été tenté pour tenter de quantifier la consommation de charbon de bois et donc la disponibilité d'énergie. Pourtant, l'étude des charbons de bois, l'anthracologie, a plus d'un demi-siècle d'existence. Mais elle s'est d'abord occupée, très logiquement, de la détermination des essences de bois, des taxons, comme on dit, et du contexte écologique que les charbons de bois révèlent. En ce sens, les études pionnières de Jean-Louis Vernet pour la Gaule du Sud furent essentielles. Rares sont les études, en revanche, qui impliquent une vision de l'emploi économique du bois et du charbon de bois. Et elles sont limitées aux industries qui en consomment beaucoup,
tels que les fonderies et à quelques rares autres sites. Il faut reconnaître que pour entreprendre de telles études, il faudrait que soient réunies 3 conditions. Premièrement, que les archéologues recueillent systématiquement et avec des protocoles communs les charbons des sédiments, ce qui est loin d'être le cas. Deuxièmement, que les études anthropologiques soient faites systématiquement, et nous manquons cruellement de spécialistes. Et enfin, que les identifications et les comptages aujourd'hui réalisés soient disponibles dans des banques de données à partir desquelles les spécialistes pourraient élaborer des chiffres globaux, des modèles qu'il s'agirait ensuite de critiquer et d'affiner. On en est loin, mais une certaine tendance se dessine, d'une part grâce aux études de sites comme Latte, par exemple, où cette problématique a été incluse dès le début dans une perspective économique par Michel Py, qui avait confié l'étude des charbons de bois à Lucie Chabal, et d'autre part grâce à une prise de conscience de la part des archéologues de l'apport écologique et économique de cette étude. Cette tendance vient d'être illustrée par un colloque intitulé « History and Environment in the Ancient Mediterranean » qui a été tenu à l'American Academy in Rome, à Rome les 15 et 16 juin 2011, c'est-à-dire il y a moins de 2 ans, et dans lequel Robin Will a présenté les études de charbon de bois de Pompéi qui montrent que, par exemple, toute la période qui va du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ est caractérisée par une domination du hêtre, suivi du chêne, de l'érable et de quelques conifères. Le hêtre représente 50 à 75% de la consommation, avec une diminution dans le temps, et il est remplacé progressivement par d'autres bois, notamment des fruitiers, pruniers, châtaigniers, vignes, qui augmentent à partir du 1er siècle. C'est donc un exemple de ce qu'il faudrait développer pour avoir des visions globales à l'échelle d'une ville, et il faut donc saluer cette étude pionnière. Mais il n'y a pas que le bois et le charbon de bois, il y a d'autres combustibles. D'autres combustibles qui ont été utilisés notamment dans les régions où la pénurie de bois était sensible. C'est le cas par exemple des excréments d'herbivores séchés qu'on utilisait en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Je rappelle ici seulement le bel article que Louis Robert a consacré au chauffage traditionnel avec des bouses séchées à Sinada, en Anatolie, grâce à des documents d'époque byzantine. Les lettres de Léon, métropolite de Sinada au Xe siècle de notre ère, mais ces lettres renvoient à une réalité bien antérieure, traditionnelle dans cette région où le bois manque. L'article était paru dans le Journal des savants en 1961. Mais archéologiquement, cette utilisation est difficile à repérer et encore plus à quantifier, sauf peut-être dans des cas particuliers comme l'Égypte, mais là encore, on manque d'études. Un autre combustible, excellent mais méconnu, est le grignon d'olive, c'est-à-dire le résidu ligneux qui reste après le pressurage des olives lorsqu'on a extrait l'huile, ce qu'en latin on appelait fraces et ce qu'en Grèce on appelle stemphyllon. Ce grignon d'olive possède en effet un fort pouvoir calorifique qui a été utilisé pour chauffer aussi bien des thermes que des fours. Il est encore couramment utilisé pour chauffer des fours de potier traditionnels en Afrique du Nord et en Crète, notamment à Trapsano, dont vous voyez ici quelques photos, où j'ai eu l'opportunité d'aller voir comment on l'utilise. Et vous voyez donc sur la partie qui est ici le résidu du grignon d'olive, c'est-à-dire ces noyaux d'olive concassés et séchés, et ici cette masse qu'utilise le potier pour chauffer son four. Archéologiquement, l'usage des grignons est attesté pour la chauffe des fours de potier dans les faubourgs d'Acarnès près d'Athènes, durant la deuxième moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. On l'a utilisé aussi très souvent en Afrique du Nord dans les ateliers de potiers qui produisaient des céramiques sigillées claires et des céramiques culinaires. Par exemple, dans les fouilles de l'Eptiminus Lambta, qui ont livré de nombreux noyaux d'olive carbonisés, et également dans les ateliers de Carthage et d'Outina, qui s'appelle aujourd'hui Oudna, en Tunisie. Et sur ces points, si vous voulez, vous pouvez
regarder les publications de Smith en 2001 qui s'appelle Environmental Sampling dans l'Eptiminus Report No. 2, qui est paru donc à Ann Arbor en 2001 et pour Carthage dans le volume de Hurst et Rossman's Excavation at Carthage de British Mission en 1984. Mais on l'utilisait aussi dans la partie nord du bassin méditerranéen, par exemple pour chauffer les huileries, et bien entendu, puisque c'était le combustible idéal, mais aussi des thermes dans des villas qui produisaient de l'huile. Et j'ai eu par exemple l'occasion de dégager des amas de noyaux d'olive carbonisés dans la villa de Saint-Michel près de la Garde dans le département du Var, où on l'utilisait pour chauffer les thermes. Donc c'est un domaine de recherche qu'il faudra également développer et être attentif, car une fois carbonisés, les noyaux d'olive laissent assez peu de traces et il faut donc une fouille minutieuse avec un flottage des sédiments pour les mettre en évidence. Après avoir vu le charbon et le charbon de bois, il faut aussi s'occuper du charbon de terre. Les anciens ont-ils employé les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole et le charbon de terre? Pour le bitume, il semble qu'on ne l'ait utilisé véritablement que pour imperméabiliser des bois comme remède ou pour alimenter des torches. Par exemple, en ce qui concerne l'utilisation dans les lampes, je vous renvoie à Pline, livre 35, paragraphe 179, qui dit « On trouve aussi un bitume gras et semblable à l'huile en Sicile dans un ruisseau d'Agrigente où il gâte l'eau. Les habitants le recueillent avec des panicules de roseaux auxquels ils s'attachent très aisément. Ils s'en servent pour alimenter des lampes en guise d'huile et aussi pour la gale des bêtes de somme. Il en est qui rangent parmi les bitumes le naphte, dont nous avons parlé dans le second livre, et il renvoie en fait au livre 2, paragraphe 109, mais la qualité brûlante qu'elle possède et qui est analogue au feu le rend impropre à tout usage. Et il semble effectivement que les particularités du bitume et du naphte et de la naphte la rendaient difficile à utiliser pour les anciens. En revanche, le charbon était connu et utilisé pour la métallurgie en Grèce et en Ligurie. Par exemple, Théophraste, dans son ouvrage sur les pierres, au paragraphe 11, rappelle l'usage du lignite en Thrace, en Ligurie et en Élide, notamment sur la route d'Olympie, dit-il, où il signale que les forgerons s'en servaient. Pline, au livre 34, paragraphe 20, rapporte l'utilisation de la houille pour la fonte du bronze dans les régions qui manquent de bois. Archéologiquement, on a quelques attestations pour la Gaule. Il y a eu exploitation de quelques veines de surface dans le bassin de Décise-la-Machine au IIe siècle de notre ère. Dans une villa voisine qui s'appelle la villa de Champvert, qui est située à 10 km de Decize, du charbon a été mis au jour. Et à 95 km de là, une fouille d'urgence réalisée en 1970 à Cosne-sur-Loire a mis au jour une cave dans laquelle des fragments de houille étaient associés à un mobilier de la fin du IIe siècle et surtout avec 2 creusets. Il semble donc que la houille ait été utilisée pour un artisanat métallurgique, ce qui renvoie aux notations du XVIIIe siècle. La houille était appréciée des forgerons et des fondeurs car plus ardente que le charbon de bois. D'autres lieux d'utilisation ont été signalés, dans le gisement de la place Saint-Lambert de Liège, par exemple, à Brébar, dans la Sarre, où un puits de mine a été fouillé, et dans quelques sites de la région de Trèves. Mais cette utilisation semble avoir été relativement ponctuelle en Gaule et en Germanie, alors que dans la province de Bretagne, la houille était utilisée fréquemment dans les habitations pour le chauffage, notamment les hypocostes, et dans les forges. Lors des premières fouilles du fort du mur d'Adrien, on a pu constater son usage. Désormais, la multiplication des fouilles montre, premièrement, que le charbon de terre n'était pas exploité avant la conquête romaine,
et deuxièmement qu'il le fut assez largement entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Les vestiges d'extraction sont rares, car l'exploitation intensive des gisements de surface à partir du Moyen Âge et surtout à l'époque moderne les a détruits. Et on n'a que quelques rares traces, par exemple à Grindon School, qui est un gisement qui aurait approvisionné le fort de Housesteads, à Sutton in Ashfield, dans le Nottinghamshire, et à Tynehead, en Cumbria, où des monnaies romaines ont été trouvées dans les haldes de charbon et d'argent. On en a également trouvé à Moresby, où des traces d'exploitation sont voisines d'un fortin de l'armée. Les analyses de charbon qui ont été trouvées dans le camp légionnaire de Caerleon, dans le pays de Galles, indiquent qu'il a été extrait des affleurements proches situés dans les Galles du Sud. Et je vous renvoie à un article avec plusieurs auteurs, dont Adams, Bradburn et Boone, qui s'appelle Coal for the Legionary Fortress of Caerleon, qui est paru dans Geological Magazine en 1965. Mais ce sont surtout les dépôts de charbon dans les sites de consommation qui établissent la chronologie et l'ampleur du phénomène. Plus de 200 sites en ont livré. Les plus anciens sont d'époque flavienne, par exemple à Corbridge, vers les années 80, à Carlisle à partir de 70, à Vindolanda entre 92 et 103. Une augmentation de l'usage est sensible au IIe siècle. Donc là, vous avez une carte qui vous montre l'état des découvertes dans la province de Bretagne, et vous voyez donc des concentrations surtout dans les zones d'extraction, et nous allons voir très peu dans les zones qui en sont dépourvues. Et si nous passons aux cartes suivantes, on voit la progression de l'utilisation. Une augmentation donc de l'usage est sensible au IIe siècle, et son emploi s'étend alors jusqu'aux murs d'Adrien et d'Antonin. Au IIIe et IVe siècle, le charbon reste bien distribué dans le centre et le nord, notamment dans les villets de l'ouest de la Bretagne, c'est-à-dire dans ce secteur, mais le sud de Londres en est presque dépourvu. Les sites de consommation sont donc proches des affleurements et il n'y a pas eu de mise en place d'un commerce de distribution à l'intérieur même de la province et a fortiori au-delà. Outre son utilisation comme moyen de chauffage, le charbon est employé pour le séchage des grains dans les villets et dans l'industrie métallurgique, pour la fonte des minerais de plomb, d'argent et de cuivre. Mais pour le faire, comme nous l'avons vu, le procédé de la réduction directe nécessitait l'emploi de charbon de bois. En revanche, on utilisait la houille pour le forgeage et plus de 60 sites de forge ont livré des résidus de fouilles, comme par exemple dans le fort de Chesters. L'absence d'usage avant la conquête et son rapide usage après impliquent une mise en exploitation rapide des gisements. Il est vraisemblable que, comme dans beaucoup d'autres innovations techniques, c'est l'armée qui a prospecté les gisements de charbon et qui a créé une demande, notamment pour chauffer les bains. Il est donc remarquable que dans les zones où il est facilement accessible, le charbon, facile à extraire, l'ait emporté sur le bois grâce à son pouvoir calorifère. Si la houille était aussi couramment utilisée en Bretagne, pourquoi n'a-t-elle pas été aussi employée en Gaule et dans le bassin méditerranéen? La réponse est probablement à chercher dans le coût relatif du transport et dans la disponibilité de bois en grande quantité, surtout en Gaule, en Italie et même dans les Balkans, qui rendait inutile et coûteuse une éventuelle exportation. Alain Bresson a aussi souligné que la Bretagne était trop loin du centre du pouvoir pour que l'intérêt d'une utilisation massive de la houille soit perçu par les décideurs. Cet argument, pour séduisant qu'il soit, ne me paraît pas recevable, car l'armée, dont les corps de troupes étaient souvent déplacés et dont les officiers, évidemment, revenaient très souvent à Rome, l'armée donc s'en servait couramment, et elle aurait pu servir de vecteur à une utilisation plus importante, comme pour d'autres innovations telles que le tonneau.
Le coût du transport me paraît donc la cause principale du confinement de l'usage de la houille dans les zones d'extraction. Au total, la houille, faute d'application spécifique, est restée une curiosité exotique. Venons-en maintenant à l'énergie animale, en commençant, si j'ose dire, par les hommes. On a longtemps pensé que la disposition généralisée d'une main-d'œuvre peu coûteuse, les esclaves, avait bloqué toute recherche de productivité et de machinisme. À ce propos, la brillante postface d'André Aimard au tome 1 de l'Histoire générale du travail est emblématique. Il avançait que l'existence de l'esclavage rendait inutile le recours aux machines et que les anciens, par esprit aristocratique condamnant le travail manuel seulement digne d'esclaves, auraient consciemment refusé. Je crois que la réalité est bien plus simple. L'énergie des muscles humains est quasiment négligeable. Un bœuf est 7 fois plus fort qu'un homme et le cheval 10 fois. Un moulin hydraulique pouvait remplacer 50 à 60 hommes. Et donc, chaque fois qu'il a été possible de substituer à l'homme une force supérieure pour un coût acceptable, les anciens l'ont fait. Nous le verrons à propos de l'emploi des animaux et de l'énergie hydraulique. La recherche de la rentabilité, niée par l'école de Philae, mais réhabilitée en partie par les travaux de Dominique Rathbone, par exemple sur les domaines d'Appianus dans le Fayoum au IIIe siècle, s'applique particulièrement à l'esclavage, qui a malgré tout un coût relativement élevé si l'on prend en compte l'entretien et le logement. Il faut effectivement construire des logements, entretenir les esclaves, les nourrir, les soigner. L'emploi d'esclaves en masse dans les exploitations agricoles se faisait précisément dans le cadre d'une agriculture spéculative où l'on développait des productions pour un certain marché et donc où on essayait de maximiser l'emploi de la main-d'œuvre, qu'elle soit esclave ou qu'elle soit salariée, en fait. Mais pour toutes les tâches spécialisées, il n'existait pas d'alternative et donc on utilisait les hommes, qu'ils soient esclaves ou pauvres. C'est cette plus ou moins grande abondance de main-d'œuvre à bon marché qui a pu être un frein à la mise au point et à l'utilisation de certaines technologies coûteuses ou sophistiquées, comme cela a d'ailleurs été constaté à l'époque moderne et comme on le constate encore aujourd'hui dans les pays du tiers-monde. L'énergie humaine était donc omniprésente, mais les fluctuations démographiques et les différences régionales ont certainement eu une influence sur l'emploi d'autres énergies. Parmi ces autres énergies, il y avait bien entendu les animaux. Seuls quelques animaux ont été utilisés pour le travail. Les petits ruminants n'ont pas été élevés pour leur énergie, mais pour la laine qu'ils fournissaient, leur lait et leur viande. De même, les suidés qui étaient élevés pour la viande. Mais les bovidés, les équidés et les camélidés étaient employés pour le trait et le portage. La question de l'attelage lui-même, dont la prétendue déficience avait conduit le commandant Lefebvre des Noëttes à postuler qu'elle avait rendu nécessaire l'esclavage, ne nous retiendra pas ici, malgré sa longue postérité. Les études récentes, notamment celles de Georges Rapsett, ont fait justice de ces théories qui, sur la base d'une interprétation erronée, prétendaient expliquer la nécessité de l'esclavage. Ce point méritera qu'on s'y attarde un jour, mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, ce n'est pas la transmission, mais c'est le moteur, c'est-à-dire les animaux eux-mêmes. À quelle tâche les a-t-on employés? Est-ce qu'une meilleure nutrition et une meilleure zootechnie a produit des animaux plus forts? Et dans quelle région et selon quelle évolution? Les bovidés étaient employés pour les transports lourds et pour les labours. C'étaient les tracteurs de l'Antiquité, dans la mesure où il semble qu'on ait attelé rarement des équidés pour les labours, et principalement d'ailleurs des ânes. Les études d'archéologie sont relativement récentes et on ne dispose de synthèse sur ces problématiques, sur les problématiques qui nous intéressent aujourd'hui, que pour la Gaule, la Germanie et la Bretagne. Mais les résultats sont significatifs. Avant la conquête romaine, les bovidés de Celtique étaient de petite taille et graciles. Au second âge du fer, époque de l'Athènes, les bovins mesuraient environ 1,10 m au garrot.
Leur robustesse et leur masse musculaire, et donc l'énergie mobilisable, étaient par conséquent relativement limitées. Bon nombre d'archéozoologues pensent que ces petits bœufs formaient une race particulière. L'idée remonte aux travaux pionniers de Révillot qui, en 1926, avait établi une distinction entre le petit bœuf gaulois, qu'il appelait le Bos taurus brachycéros, et le grand bœuf romain, Bœuf taurus brachycéphalos. Et il pensait que les Romains avaient introduit le grand bœuf depuis l'Italie et l'avaient croisé avec les races locales. Cette hypothèse a structuré les travaux de Jean-Louis Bruno et Patrice Méniel en 1983, lorsque, à propos de deux bœufs trouvés dans un puits de la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ à Gornay-sur-Aronde, ils ont abordé cette question. Il a structuré aussi les travaux de Thérèse Poulain-Josien, qui, en 1983, à propos de la faune de la villa romaine de Montmorin dans les Pyrénées, avait constaté l'existence d'animaux de deux tailles et avait émis l'hypothèse d'une utilisation différente. Les petits bœufs auraient été utilisés pour la viande et le lait, et les grands pour les labours. Plus récemment, Frédéric Audouin-Rouzot, en 1991, a repris l'hypothèse d'importation d'animaux plutôt que de l'amélioration des races, et Patrice Méniel, en publiant la faune du parking de la mairie de Besançon, a décelé l'apparition des grands bœufs et, selon lui, leur importation en Gaule indépendante à partir du début du 1er siècle avant Jésus-Christ et leur diffusion massive au 1er siècle après Jésus-Christ. Et je vous renvoie à sa publication qui s'appelle « À boire et à manger » dans les fouilles du parking de la mairie de Besançon, paru en 1992. Enfin, étudiant des lots importants de faune provenant des sites du nord de la France, Sébastien Lepetz, en 1996, a montré que le remplacement des petits bovins par les grands est rapide après la conquête romaine et qu'il n'y a pas de bœufs de stature intermédiaire. Le phénomène est similaire dans toutes les provinces occidentales après la conquête, que ce soit l'Espagne ou la Germanie, en passant par la Bretagne, comme l'avait d'ailleurs montré Angela von der Dritsch dès 1992. Elle soulignait à cette occasion que les bovins de Germanie non conquise, c'est-à-dire au-delà des provinces, au-delà du Limès, restaient de petite taille durant tout l'Empire, montrant bien la rupture que provoque la colonisation romaine dans ce domaine. Donc, si les constatations de base sont bien établies, les raisons qui expliquent la croissance des bovins, par contre, font l'objet de débats. Elles ont en effet été contestées dans un bel article publié par Vianney Forest et Isabelle Robet-Bellarbi, qui est paru dans la revue Gallia en 2002. Selon eux, les mesures prises sur un grand nombre de métatarses de bovins montrent non pas l'existence de deux races séparées, mais un continuum des tailles dès l'époque de l'Athènes. Il y avait déjà à cette époque des animaux plus grands que les autres, probablement nourris de façon choisie et sélectionnée pour des travaux particuliers. Ce continuum montre qu'il n'y aurait donc pas deux populations de bœufs, mais une seule, dont la stature et la robustesse auraient augmenté, non pas tellement sous l'effet d'importation d'animaux venus d'Italie, qui reste possible et même probable, mais surtout sous l'effet de l'amélioration des techniques d'élevage qui auraient été apportées par les Italiens après la conquête. La nuance est d'importance, car ce serait à la fois une meilleure connaissance de la zootechnie et une adaptation à la demande qui auraient produit une augmentation des tailles. Les connaissances zootechniques dont on trouve des échos chez Varron et chez Columel portaient sur l'alimentation donnée aux bêtes, sur la gestion du mode de reproduction, en retardant à 2 ans et demi l'âge pour faire saillir les génisses et en sélectionnant les mâles les plus grands, et sur la maîtrise de l'âge de la castration des bœufs. Toutes ces techniques auraient convergé vers la production d'animaux plus grands, destinés à satisfaire une demande en évolution notable. D'une part, l'armée réclamait des bêtes plus fortes pour ses charrois. D'autre part, la mise en valeur des terres lourdes d'Aquitaine, de Lyonnaise, de Belgique et de Germanie demandait des tracteurs plus puissants pour tirer les charrues.
Et enfin, les villes nouvellement créées avaient un besoin grandissant en beaux animaux de sacrifice et des bêtes charnues destinées à nourrir les citadins. Ces mesures montrent que l'amélioration des races est générale à partir, les mesures prises sur les eaux bien sûr, montrent que l'amélioration des races est générale à partir de la fin du 1er siècle de notre ère, même si elle masque des particularités régionales dues à la qualité des sols et des pâtures. Les animaux mesurent alors environ 1,25 m au garrot, mais ils ne supplantent pas complètement les petits bœufs, qui d'ailleurs pourraient être surtout des femelles. Les nouveaux bovins, améliorés, maintiennent leur taille du IIe siècle au VIe siècle, et ensuite leur taille diminue rapidement. Et entre le IXe et le XIIe siècle de notre ère, les bovins sont tout aussi petits qu'ils l'étaient à l'Athènes. Leur taille n'augmentera à nouveau qu'à partir du XIIIe siècle. La diminution de la taille au Moyen Âge est attribuée par tous les archéozoologues à un changement du mode d'élevage, un mode d'élevage qui s'adapte alors à un environnement complètement différent et à des horizons beaucoup plus limités, à des circuits commerciaux très courts, voire à l'autoconsommation. On peut estimer que les facteurs qui avaient provoqué une augmentation de la taille s'inversent alors. La demande de l'armée et des villes faiblit fortement et les connaissances savantes de zootechnie se perdent. Elles devenaient d'ailleurs inutiles dans la nouvelle configuration des débouchés potentiels. On aboutit donc à un laisser-aller dans la gestion de la reproduction laissée à la nature. Ces pratiques persisteront jusqu'au XIXe siècle et Francourt, en 1789, dénonce le fait que le cheptel reste de petite taille en France car on laisse en beaucoup d'endroits les animaux ensemble se reproduire comme bon leur semble. Fin de citation. Au total, les études archéologiques montrent donc qu'il y a eu un effort intellectuel et une réussite mesurable pour accroître la taille et la robustesse des bovins afin d'utiliser au mieux leur énergie. Cette réussite a permis un meilleur labourage et des transports terrestres plus lourds, également conditionnés par l'amélioration considérable des routes grâce à la stabilisation de leurs bandes de roulement et aux ouvrages d'art. Les races améliorées ont été maintenues assez longtemps après la chute de l'Empire d'Occident, ce qui ne doit pas nous surprendre, car ces techniques étaient devenues des routines qui subsistaient, et la demande de la part des villes est restée encore active pendant assez longtemps. Et je crois que c'est certainement avec la dépression démographique très forte du VIIe siècle que le changement se produit. Si nous voyons maintenant les équidés, nous savons qu'ils étaient utilisés pour le portage des hommes et des marchandises et pour le tractage des charrettes. Les données archéologiques sont moins nombreuses car ces animaux n'étaient pas consommés habituellement. Et donc, on ne retrouve pas leurs ossements dans les dépotoirs alimentaires, mais ils y sont souvent enterrés ou jetés dans des fosses à l'écart, ce qui explique leur rareté. La zootechnique de l'époque romaine s'est manifestée de deux façons. D'une part, comme chez le bovin, en permettant une sélection et une meilleure nourriture, et donc une augmentation de la taille. Et d'autre part, en multipliant les hybrides, mulets et bardeaux. Pour les chevaux, on ne sait pas reconstituer les races à partir des os, car les animaux présentent une trop grande variabilité individuelle, notamment sexuelle. Patrice Méniel, en 1987, a publié les hauteurs au garrot des chevaux de l'Athènes, qui s'échelonnent entre 1,10 m et 1,50 m. Après la conquête romaine, la taille augmente et cette hauteur pense que cela est dû, comme pour les bœufs, à l'importation de chevaux depuis l'Italie. Et la taille passe entre 1,35 m et 1,55 m. Cette importation aurait entraîné la disparition des chevaux indigènes, sauf dans quelques régions, comme certains secteurs de la Belgique, par exemple à Brève, où les petits chevaux sont attestés durant tout l'Empire. Et je vous renvoie à une publication de Wim van Neer à ce sujet. Mais un raisonnement analogue à celui qui a été proposé pour les bœufs peut être testé. Est-ce que l'amélioration de la nourriture et une meilleure zootechnie a pu jouer un grand rôle dans l'augmentation des tailles? Ce qui n'exclut pas, bien sûr, l'importation d'animaux de grande taille
et des hybridations génétiques. Au Moyen Âge, les chevaux restent grands, mais ceux qui sont connus proviennent de sépultures aristocratiques de guerriers et il est clair qu'ils ont été sélectionnés, et donc ils ne représentent pas l'ensemble de la population des chevaux. Les chevaux jouaient d'ailleurs un rôle important dans l'armée, mais aussi les hybrides qui sont attestés par exemple à Dangstetten dans le camp du 1er siècle en Allemagne et dans plusieurs sites de Bretagne, c'est-à-dire d'Angleterre actuelle. Pour les transports de marchandises, pour tracter les meules et même pour labourer, par exemple en Campanie, c'étaient les ânes qui étaient très largement utilisés. Quelques exemples tirés de sources écrites montrent leur omniprésence dans les transports dès que le relief s'imposait. Rappelons seulement ce passage bien connu de Varron, au livre 2, en 6.5, qui dit « Les troupeaux d'ânes appartiennent en général à des marchands, comme ceux qui, du territoire de Brindisi ou d'Apulie, transportent à dos d'âne jusqu'à la mer l'huile ou le vin, et même le froment ou toute autre denrée. » Assez récemment, Daniele Manacorde a consacré un article à ce passage qui est paru dans le colloque qui s'appelle « Land Use in the Roman Empire » en 1993. Le pilier d'Igel, qui est le monument funéraire des Sigondini près de Trèves, montre d'un côté le transport par bateau sur une rivière, peut-être le Rhin, et de l'autre une file d'ânes traversant les montagnes, peut-être les Alpes. Un autre moyen de transport, limité aux zones désertiques, entre l'Arabie et l'Afrique, fut le dromadaire. Les dromadaires étaient largement employés sur les pistes caravanières qui sillonnaient la péninsule arabique et le désert d'Égypte. Dans la fouille des forts de l'armée romaine qui contrôlait les pistes du désert oriental, on trouve très fréquemment les ossements de dromadaires. Ils étaient employés au transport du courrier et des marchandises. Par exemple, les transports à travers le désert de l'entreprise Nicanor, dont les ostracas qui contiennent les bordereaux d'envoi de marchandises ont été trouvés à Coptos. Ce transport se faisait à dos de chameaux et vous voyez ici par exemple un dromadaire qui transporte des amphores de vin vers les ports de la mer Rouge certainement. Mais les dromadaires étaient aussi utilisés pour tracter de lourdes charges depuis les carrières de granit de Porphyre jusqu'au Nil, de granit ou de Porphyre jusqu'au Nil. Un papyrus de 163 après Jésus-Christ indique que le chameau d'un habitant de Soknopayou-Nessos, qui est un petit village, un village dans le Fayoum, est réquisitionné pour transporter une colonne de porphyre de 50 pieds. Venons-en maintenant, plus rapidement, à l'énergie du vent et de l'eau. L'énergie du vent a été d'une importance capitale pour la Méditerranée hellénistique et romaine. C'est le vent qui propulse les navires de commerce dont le nombre et la puissance ne cessent d'augmenter au cours de la période hellénistique. La preuve et la courbe en est donnée par l'augmentation parallèle et logique des naufrages. Je montre uniquement ici la courbe de ces naufrages actualisés et périodisés par demi-siècle, établie par Andetchernia dans son ouvrage récent sur les Romains et le commerce, que je vous recommande vivement et qui a été publié par le Centre Jean Bérard de Naples. Il nous arrivera de revenir sur cette statistique qui a produit le travail cumulé de plusieurs générations d'archéologues sous-marins. Cette utilisation d'une énergie gratuite et relativement aisée à utiliser a été un facteur clé du développement et a fortement contribué à créer un espace économique unifié, ou en tout cas assez largement unifié, qui fut l'un des succès du Haut Empire. Le transport par mer coûtait la construction des navires et l'entretien des marins, mais rien d'autre. Lorsque de grands navires relativement sûrs ont fait de longues traversées, un énorme pas vers l'intégration économique a été réalisé. Même des biens manufacturés de peu de prix, comme des céramiques culinaires fabriquées en Afrique du Nord, ou de grands poids, comme des meules ou des blocs de marbre ou de pierre, ont pu être commercialisés d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Les progrès de la construction navale et des gréements ont fait l'objet d'études à partir des épaves de bateaux depuis plus de 30 ans. On connaît désormais les avancées techniques, passant des navires archaïques cousus aux navires hellénistiques et romains assemblés à tenons et mortaises. On a pris conscience
de la diversité des navires allant des petits caboteurs d'une dizaine de tonnes de ports en lourd, majoritaires peut-être en nombre d'unités, mais pas en capacité de transport, allant jusqu'aux grandes unités de 300 ou 400 tonnes, avec des bateaux intermédiaires autour de 100 tonnes. On a appris enfin, grâce à l'archéologie sous-marine, que les navires étaient bien équipés et capables de voyager à toutes les allures, pourvu que le vent ne soit pas trop fort. Je n'ai pas l'intention de m'attarder aujourd'hui sur ce chapitre, qui constitue un cours à lui tout seul, et je le ferai probablement un jour avec l'aide de spécialistes. Je pense par exemple à Patrice Paumet du Centre Camille Jullian du CNRS, à Giulia Boetto également du Centre Camille Jullian, et je les inviterai à l'occasion d'un prochain séminaire. Mais les anciens ont-ils adapté l'énergie du vent à d'autres usages? Moses Finlay considérait que l'attitude mentale des anciens, dédaignant les techniques et l'esprit d'invention pratique, les aurait empêchés d'inventer, par exemple, la brouette et le moulin à vent. De fait, on ne connaît pas d'attestation de moulin à vent, même si le principe était connu depuis Héron d'Alexandrie, qui présente un petit moulin à vent pour actionner un orgue. À l'heure actuelle, la première attestation de moulin à vent en Méditerranée date de 644 après Jésus-Christ, lorsque un technicien iranien captif, mécontent des taxes imposées sur son moulin à vent, a assassiné le calife de Bagdad. Et c'est comme ça que l'affaire est arrivée jusqu'à nos oreilles. On n'a donc pas de texte ni d'archéologie. L'archéologie des moulins à vent serait d'ailleurs difficile à réaliser du fait de la destruction des parties hautes. Il faudrait trouver une fondation circulaire sur une crête associée à des meules, et jusqu'à présent, rien de tel n'est signalé dans les publications archéologiques. Mais je ne crois pas qu'il faille à nouveau faire de l'utilisation ou non du moulin à vent une pierre de touche de la non-inventivité des anciens. En fait, le moulin à vent n'a jamais eu, même au temps de sa splendeur au début du XIXe siècle, l'importance du moulin à eau. Selon Claude Rivals, dans son ouvrage qui s'appelle « Le moulin à vent et le meunier », paru en 1976, les moulins à vent ne représentaient que 16% des moulins en France au temps de son apogée. Dans l'économie du Moyen-Âge et du début de la période moderne, ils tenaient une place bien visible, mais limitée à certaines régions dépourvues d'eau, comme les Cyclades, la Manche par exemple. Partout ailleurs, c'est le moulin hydraulique qui dominait, notamment en Italie, où le moulin à vent ne s'est jamais véritablement implanté. Sur l'emploi de l'énergie hydraulique, je ne m'attarderai pas aujourd'hui, car ce sera la matière principale du cours de cette année, dans la mesure où l'archéologie de ces dernières années montre un développement précoce et très large, à la fois d'un point de vue géographique et du point de vue de ses applications. Il suffira de rappeler ici les grands thèmes. L'Euphrate, les grands thèmes. Ah oui. D'abord, l'énergie hydraulique a été utilisée pour le flottage des bois et des embarcations qui transportaient des matériaux pesants et des voyageurs qui étaient portés par le courant des rivières. Mais il fallait ensuite soit se débarrasser des bateaux, soit les remonter en les tirant sur les chemins de halage. Se débarrasser des bateaux, le cas est attesté en Mésopotamie. Au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, le vin qui arrivait à Marie, le long de l'Euphrate, était pour l'essentiel produit à Carchemish. On le transportait dans des jarres placées dans des bateaux qui ne pouvaient pas remonter le courant, faute d'aménagement de berges. À l'arrivée à Marie, le bateau ne valait plus qu'un dixième de sa valeur et il fallait soit le vendre et en général le démonter. Le second type de transport utilise l'énergie hydraulique à la descente et l'énergie humaine à la remontée. Il est bien illustré à l'époque romaine, notamment en Gaule, par le fameux bas-relief de Cabrières d'Aigues, daté de la fin du IIe siècle, et qui montre une embarcation fluviale chargée de tonneaux, allée à la remonte, vous voyez ici, par des hommes qui tirent des cordes attachées à un mât court. À peu de distance, à Colonzelle, dans la Drôme, un bas-relief semblable est remployé dans une chapelle. Un autre bas-relief du même type
provenant d'un mausolée de négociants, a été trouvé à Nijmegen, près de Trèves, et date des 3e, 4e siècles. Et enfin, comme je vous l'ai dit, le pilier d'Igel près de Trèves montre d'un côté le halage des bateaux sur un cours d'eau et de l'autre une file d'ânes portant des marchandises. Ces barques fluviales, qui étaient remontées donc à l'aide de câbles, commencent à être connues grâce aux fouilles préventives de Lyon et aux fouilles programmées d'Arles. Tout récemment, en 2011, s'est achevée la fouille d'une barge à fond plat coulée dans le Rhône. Fouillée sous la direction de Sabrina Marlier, Sandra Grec et David Jaoui, l'épave d'Arles III a coulé probablement à la suite d'une inondation dans la décennie 60 de notre ère, puis elle a été recouverte par un énorme dépotoir qui s'est constitué entre les années 70 et les années 130. Et vous voyez ici la localisation, la ville d'Arles avec Saint-Trophime, le pont de Trinquetaille qui est ici, et ici, un peu dans le noir, la barge qui permet donc de faire cette fouille absolument remarquable. Ici, une reconstitution du bateau, et là, le prélèvement de la proue de cette barge. Le chaland servait au transport de pierres à bâtir qui provenaient des carrières de calcaire tertiaire de Saint-Gabriel, qui est situé en amont sur le fleuve. Le chaland n'était probablement pas destiné à Arles même, construite sur un piton rocheux et qui est assez bien pourvu de carrières, mais probablement soit au quartier de la rive droite, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Trinquetaille, qui est un secteur totalement alluvial, soit plus probablement, selon les auteurs de la publication, à l'une de ces villées, de ces grandes fermes qui étaient en cours de construction dans la Camargue, où, bien entendu, étant le delta du Rhône, on ne trouve aucune pierre. Le bateau avait été construit après 49 de notre ère, on le sait très précisément grâce à la dendrochronologie, qui nous permet donc d'avoir un terminus, et il est long de 31 mètres et large de 3 mètres. Il était équipé, comme nous l'avons vu sur les bas-reliefs, d'un mât de halage qui a été trouvé intact car il était démonté, ce qui prouve que, évidemment, le bateau était à la descente et descendait les pierres à l'aval. C'est à ce mât, bien entendu, qu'on attachait les câbles tirés par les hommes qui permettaient de remonter le courant. Ce halage par des hommes qu'on appelait El-Chiari est en effet attesté par l'iconographie, on l'a vu, par un épigramme de Martial, dans les livres 4, 64, à propos du tribe, et par Sidoine Apollinaire. Sidoine Apollinaire, parlant d'une église de Lyon, mentionne en passant qu'en passant d'un côté, c'est le bruit de la route, et de l'autre, c'est la sonne qui fait écho. D'un côté, c'est le voyageur à pied ou à cheval, et le conducteur des chariots grinçants qui prennent le tournant. De l'autre, c'est le chœur des haleurs, courbé en deux, qui élève vers le Christ le chant rythmé des bateliers, tandis que les rives répondent en écho « Alléluia ». Donc, bien entendu, pour l'époque chrétienne, vous l'avez compris, mais très certainement, bien sûr, une longue tradition qui remonte au Haut Empire. La tradition médiévale et moderne confirme le halage par des hommes. À la fin du Moyen-Âge, en aval de Lyon, le halage des bateaux était effectué par 80 à 270 hommes, et s'il existait un halage par des animaux, qui est d'ailleurs attesté par Procope au VIe siècle, ça semble-t-il longtemps été les hommes qui ont fait ce travail. Vauban, d'ailleurs, disait quelque part, je ne retrouve plus la situation, que on le verra plus loin, que le halage par les hommes et les chevaux était beaucoup plus important à son époque que le transport par terre. L'épave d'Arles III, qui est en fait la plus récemment fouillée d'un ensemble de chalands trouvés dans le Rhône et la Saône, nous rappelle l'existence d'autres sur lesquelles je ne m'étends pas, les barges de la place Tolosan à Lyon, qui ont été fouillées en 1990, surtout ceux du parc Saint-Georges, où on a trouvé 6 épaves
dont la fouille a eu lieu entre 2002 et 2004, et une épave trouvée un peu plus anciennement à Chalon-sur-Saône. Donc le Rhône, malgré d'énormes difficultés dues aux variations du cours, au défilé dans celui de Donzère, était remonté jusqu'à Lyon et au-delà. Je vous renvoie d'une part aux anciens articles toujours très actuels de Jean Rouget qui s'appelle « Aspect économique de Lyon antique » paru dans le colloque sur les martyrs de Lyon en 1978, et un peu plus tard un article du même auteur qui s'appelle « Les relations de Lyon et de la mer » à propos du corpus des inscriptions latines 13 1942, paru dans les actes du 89e congrès des sociétés savantes en 1965. Et Rouget cite le cas des plombs de douane trouvés en 1858 à Lyon, dans le lit de la Saône, où on a trouvé 4000 seaux, et qui montre des bateaux avec un mât de halage, et donc qui atteste dès cette époque, bien entendu, la remontée du Rhône par les bateaux tirés par les hommes. Je vous renvoie d'ailleurs, de façon plus générale, au dossier qui avait été publié par la revue Gallia en 1999 sous la direction de Philippe Levaux et qui s'appelle « Le Rhône romain ». D'ailleurs, Strabon écrivait « Le Rhône est connu pour être le plus important des cours d'eau et celui que les navires remontent le plus loin grâce aux nombreux affluents qui le grossissent. Il faut donc imaginer des berges aménagées, débarrassées de la végétation, des canaux, comme bien sûr les fameuses Fossae Marianae entre le port de Fos-sur-Mer et Arles, mais aussi comme la Fossa Augusta, qui est indiquée sur le cadastre d'Orange, vous savez, ce cadastre gravé sur le marbre, et je vous renvoie à ce propos à l'excellent article toujours actuel de François Salvia qui s'appelle « Quinte Curse, les Insulae Furianae, la Fossa Augusta et la localisation du cadastre C d'Orange », paru dans la revue archéologique de Narbonnaise en 1986. Mais ce n'est pas seulement la Gaule qui était sillonnée de fleuves où le courant d'eau pouvait être mis à profit. Il en allait de même de tous les grands fleuves, tels que le Bétis et le Rhénil, et qui servaient de descente des produits miniers et des amphores d'huile en Bétique. Il en allait de même du Pô, sur lequel une Fossa Claudia est mentionnée par Pline au livre 3, 121. Le Rhin, bien entendu, qui servait à l'approvisionnement des troupes stationnées sur le limès de Germanie, et on connaît par quelques attestations chez les historiens des travaux importants qui ont été effectués. Drusus fit creuser une fossa sur la rive droite du Rhin, certainement en Hollande, et je vous renvoie à Tacite, les Annales, livre 1, paragraphe 8. Il y avait également, sous Néron, eu le projet par Lucius Antistus Verus, qui était le légat à l'armée du Rhin, de créer un canal qui aurait relié la Saône et la Moselle. Il existait aussi une fossa de Corbulon entre la Meuse et le Rhin, qui mesurait 23 000 de long, et je vous renvoie à Tacite, Annales, livre 9, paragraphe 20. Même chose le long du Danube, bien entendu, où il existe une mutatio fossis que les itinéraires indiquent et qui marque un canal qui coupait une boucle de la Save, et également une inscription qui signale un canal évitant les portes de fer sur le Danube. Le Tibre, cela va de soi, avec le canal de Claude et la Fossa Traiana qui facilitait le fonctionnement du port d'Ostie, et vers l'Orient, l'Oronte, où un canal navigable est ouvert entre le fleuve et le lac d'Antioche en 75 de notre ère, à peu près à l'époque où d'importants travaux sont effectués à celle-ci de Pierry, le port d'Antioche. Les deux travaux sont probablement concomitants, attestés par des inscriptions, et certainement organisés par le pouvoir avec l'aide de l'armée afin de faciliter le trafic fluvial et maritime sur l'Oronte à l'occasion de l'expédition contre les Parthes, mais il est très clair que par la suite,
ces travaux d'infrastructure créés par l'armée ont joué un grand rôle dans le développement de la vie économique d'Antioche et de son port, celle-ci de Pierie. Bien entendu, le Nil, qui, comme vous le savez, convoyait aussi bien le blé que des énormes blocs et colonnes extraits des carrières d'Aswan ou du mont Sclodianus, par exemple. Tous les travaux mentionnés, ces canaux, ces aménagements de berges, rendaient possible les transports fluviaux, utilisant donc l'énergie hydraulique à l'aval et l'énergie humaine à la remonte, et ça changeait complètement l'échelle des transports. Selon Vauban, et je retrouve ma citation, je cite, un bateau de raisonnable grandeur peut, à lui seul, avec 6 hommes et 4 chevaux, mener la charge de 400 chevaux et 200 hommes, que 400 chevaux et 200 hommes auraient bien de la peine à mener sur les chemins ordinaires. Cette utilisation de la voie d'eau supposait donc des chemins de halage que jusqu'à présent l'archéologie n'a ni trouvé ni cherché. Voilà donc une belle thématique de recherche le long des fleuves et des canaux qui s'ouvrent devant nous. Mais ce n'est pas la seule, car le long des fleuves et des canaux, il y avait aussi des installations utilisant l'énergie, d'autres installations utilisant l'énergie hydraulique. L'une de ces grandes catégories d'utilisation était les machines utilisées pour irriguer. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, des roues élévatrices d'eau ont été implantées en Égypte. Philon de Byzance, dans les Pneumatica 61, mentionne l'usage à la fin du IIIe siècle de ces roues automotrices, en quelque sorte, qui utilisent l'énergie hydraulique pour faire tourner la roue, qui ensuite permet d'alimenter les aqueducs et des canaux d'arrosage. La diffusion de ces engins est un phénomène particulièrement important, car l'augmentation des rendements agricoles en dépendait directement. Elle semble avoir été principalement cantonnée à l'Orient. À vrai dire, on ne connaît pas d'attestation archéologique. Mais ces installations sur les bords des fleuves et des canaux ont eu beaucoup à souffrir des variations des cours d'eau et de l'occupation intense de leurs berges, notamment la reconstruction aux mêmes endroits de norias ultérieures. Mais on sait qu'elles existaient et que c'étaient de gigantesques roues montées sur des pyramides de blocs de grand appareil, et on le sait notamment grâce à une mosaïque d'Apamée, précisément datée de 469 après Jésus-Christ, que vous voyez sur cette diapositive qui vous montre donc le fleuve, cette pyramide de gros blocs et une grande roue élévatrice avec les godets qui sont représentés de cette façon. À voir cette représentation, on peut imaginer des engins du même ordre de grandeur que ceux qui fonctionnent encore sur l'Oronte aujourd'hui même, par exemple à Hama, où j'ai fait cette photo il y a quelques années, mais c'est un lieu qui est bien connu des touristes qui visitaient la Syrie avant les événements récents. Mais on sait qu'elles existaient donc. Et est-ce qu'elles ont existé ailleurs, notamment en Occident? C'est une question qu'il faut se poser. Et Jacques Saigne, qui est architecte au CNRS, et qui a beaucoup travaillé en Orient, et donc notamment à Gerasa en Jordanie, qui est en quelque sorte l'œil formé à ce type de vestiges, a proposé d'identifier une pile de maçonnerie très massive, mise au jour dans le lit de la Loire à Tours, comme la fondation d'une de ces norias. Et vous voyez ici donc le plan de la fouille, malheureusement très limité par l'emprise, bien sûr, d'un jardin public qui était ici et de la Loire elle-même qui est là. Et la fouille a mis au jour la pile d'un aqueduc qui est incontestablement bien déterminé et qui ensuite devait apporter l'eau vers l'intérieur des terres. Et tout à fait en bordure de la fouille, un très gros socle de maçonnerie, en grand appareil lui aussi, qui est parallèle au lit de la Loire. Alors Jacques Saigne propose de restituer, donc comme à Hama, ici la partie inférieure
de cette pyramide de gros blocs qui soutenait l'axe de la roue et qui aurait donc alimenté cet aqueduc qui se dirigeait vers l'intérieur de la ville. Cette installation, qui est datée du milieu du 1er siècle de notre ère, aurait alimenté des thermes et peut-être une partie de la ville. Elle semble être restée peu de temps en fonction, mais jusqu'à présent, cette installation est relativement unique et il est clair que les installations de ce genre échappent encore à l'enquête archéologique toujours délicate à mener dans les fleuves dont le cours a changé et qui ont été drainés parfois récemment, ce qui a entraîné des destructions massives des vestiges qui de toute façon sont difficiles à observer d'en haut. Donc là, on a une hypothèse qui est certes un peu limitée par l'importance de la fouille, mais ça doit attirer notre attention sur un type de vestige que jusqu'à présent nous n'avons pas su observer. Enfin, l'énergie hydraulique a été utilisée pour actionner des meules à grains, mais aussi des pilons à broyer le minerai, à broyer aussi probablement du grain, et je le crois des écorces pour préparer le temps pour les tanneries, et certainement aussi pour actionner des scies à marbre, et on commence à en trouver de grandes quantités dans certains secteurs du bassin méditerranéen où ce type de vestige a fait l'objet d'une attention particulière. Vous voyez que la Gaule, de ce point de vue, et la Bretagne sont bien représentés. Et ce sont ces vestiges dont nous parlerons le 11 et le 25 mai dans les prochains cours, ainsi que dans les séminaires où j'ai invité quelques-uns de nos collègues qui travaillent sur ces questions en Angleterre notamment, et quelques autres qui ont fait récemment des fouilles archéologiques préventives sur ces vestiges. Je vous remercie.